Plongeons ensemble dans un voyage fascinant à travers les âges, pour découvrir ce qu'est réellement un dinosaure, ces créatures extraordinaires qui ont dominé la Terre pendant des millions d'années. Comprendre ce que recouvre le terme dinosaure nous permet d'apprécier leur incroyable diversité, ainsi que leur règne sans égal dans l'histoire naturelle de notre planète. Le mot dinosaure provient du grec ancien, où déinos signifie terrible et sauros signifie lézard. Littéralement, ce terme signifie lézard terrible, une appellation qui évoque à elle seule la grandeur, l'étrangeté et la puissance qui caractérisent ces animaux disparus. Pourtant, derrière ce nom souvent terrifiant, il y a une diversité bien plus riche et nuancée que l'imaginaire populaire ne le laisse entendre. Les dinosaures appartiennent à un groupe de reptiles appelés archosaures qui apparaissent il y a environ 250 millions d'années, durant la fin du Permien et au début de la période du Trias. Ce sont des vertébrés terrestres, ce qui signifie qu'ils possédaient un squelette interne, composé d'os, plus robuste que chez les animaux sans colonne vertébrale. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, tous les dinosaures ne sont pas forcément gigantesques. La taille varie beaucoup selon les espèces, allant des petits dinosaures, de la taille d'une poule à d'immenses géants, comme le Diplodocus, pouvant mesurer plus de 25 mètres. L'apparition des dinosaures marque une nouvelle ère dans la diversification de la vie terrestre. Ces animaux se sont adaptés à des environnements très variés, des forêts denses aux plaines arides. Ils occupaient différentes niches écologiques. Certains étaient herbivores, se nourrissant des nombreuses plantes de l'époque, tandis que d'autres étaient carnivores, dotés de dents acérées et de griffes puissantes pour chasser leurs proies. Un aspect passionnant des dinosaures est leur incroyable diversité anatomique. Leur classification se distingue principalement en deux grands ordres, les saurichiens et les ornithichiens, différenciés essentiellement par la structure de leur bassin. Les saurichiens, littéralement bassin de lézard, incluent entre autres les fameux théropodes, comme le Tyrannosaurus rex, et les sauropodes, les géants herbivores au long cou. Les ornithischiens, appelés bassins d'oiseaux, regroupent des dinosaures herbacés à corps souvent blindés comme les stégosaures, ou pourvus de défenses comme les tricératops. L'étude des ossements fossiles, retrouvés dans le monde entier, a révélé une évolution remarquable depuis les premières formes jusqu'à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. C'est dans cette longue période que les dinosaures ont évolué, prospéré et conquis presque tous les territoires terrestres. Leur règne, qui a duré environ 180 millions d'années, témoigne de leur remarquable adaptation aux changements environnementaux et climatiques incessants. Contrairement à une idée reçue, les dinosaures ne sont pas complètement disparus. Les scientifiques ont découvert que les oiseaux modernes sont en réalité les descendants directs de certains petits dinosaures théropodes. Cette parenté vivante fait de nous les témoins contemporains d'une lignée qui a survécu à l'extinction massive, qui a marqué la fin du Mésozoïque. Ainsi, les oiseaux peuvent être considérés comme les dinosaures modernes, preuve tangible que le règne de ces créatures n'est pas totalement révolu. En plus de leur diversité physique et écologique, les dinosaures possèdent aussi une diversité comportementale qui continue de fasciner les chercheurs. Ils présentaient des comportements sociaux complexes. Certaines espèces vivaient en groupe, élevaient leurs petits avec attention, et certains avaient même des formes de communication avancées. Ces comportements sont déduits grâce à l'étude des fossiles d'empreintes, de nids et de restes groupés. Qu'est-ce qu'un dinosaure, au fond? Plus qu'un simple lézard terrible, c'est un terme regroupant une multitude d'espèces aux formes, tailles, modes de vie et comportements diversifiés.
toutes formant une page unique de l'histoire naturelle. Leur présence a durablement modelé l'évolution des écosystèmes terrestres, façonnant des paysages et des interactions vivantes qui influencent même aujourd'hui la biodiversité que nous connaissons. Cette introduction à leur définition et à leur diversité nous ouvre la porte vers une plongée plus profonde dans leurs environnements, les aires géologiques qui les ont vus naître, prospérer puis disparaître, laissant derrière eux autant de mystères que de découvertes pour la science moderne. Nous allons maintenant poursuivre ce voyage en explorant les différentes périodes du Mésozoïque et découvrir les grandes familles de dinosaures qui ont vécu à chacune d'elles, des premières apparitions au Trias jusqu'aux emblématiques géants de la fin du Crétacé. Ainsi, nous ne ferons pas qu'observer des squelettes fossilisés, mais bien entrer dans un monde ancien où les dinosaures régnaient en maîtres, entourés d'une faune et d'une flore aussi riches et étonnantes que celles d'aujourd'hui. Ce sera une occasion unique de comprendre pourquoi ces créatures nous fascinent encore et comment leur histoire s'inscrit dans celle, bien plus large, de la vie sur Terre. Nous voilà prêts à poursuivre notre exploration passionnante en nous plongeant au cœur des ères géologiques durant lesquelles les dinosaures ont régné sur Terre, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Chacune de ces périodes, qui s'étendent sur des millions d'années, a vu l'émergence, la diversification, puis l'apogée des différentes familles de dinosaures qui ont marqué notre planète. Comprendre ces ères, c'est saisir comment les conditions environnementales, climatiques et la géologie ont influencé la vie et l'évolution de ces créatures légendaires. Commençons par le Trias, qui s'étend approximativement de 252 à 201 millions d'années avant notre ère. Cette période succède à une énorme crise biologique, la grande extinction du Permien-Trias, qui a anéanti environ 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Ce passage douloureux a néanmoins ouvert la voie à la naissance d'une nouvelle ère de vie, et notamment à l'apparition des premiers dinosaures dans un monde en reconstruction. Au Trias, notre planète était structurée différemment. Tous les continents étaient réunis en un supercontinent unique appelé la Pangée. Ce gigantesque territoire englobait des zones désertiques immenses, mais aussi des régions volcaniques actives et des mers peu profondes. Le climat était globalement chaud et sec, ce qui influençait directement la nature de la végétation et la répartition des espèces. Durant cette époque, les premiers dinosaures apparaissent, petites créatures bipèdes qui cohabitent avec d'autres reptiles prédateurs, plus anciens, comme les thérapsides. Ces dinosaures primitifs, tels que Eoraptor et Herrerasaurus, ne sont pas encore les géants que l'on imagine, mais ils posent les bases de la diversification future. Leur corps léger, leurs dents adaptées à la chasse ou au régime végétal, témoignent déjà d'une grande capacité d'adaptation. Progressons maintenant vers le Jurassique, période comprise entre 201 et 145 millions d'années. C'est probablement l'ère la plus emblématique des dinosaures, celle où la diversité s'accroît drastiquement. La Pangée commence à se fragmenter en continents distincts, ce qui provoque la formation d'océans et de mers intérieures, tout en modifiant les climats vers une tendance plus humide et tempérée. Ces conditions offrent un environnement idéal pour le développement de la végétation luxuriante, constituée notamment de fougères, de conifères et de cycas, qui forment de vastes forêts. Le Jurassique est souvent appelé l'âge des géants en raison de l'essor spectaculaire des sauropodes, ces herbivores au long cou, parmi lesquels le Diplodocus, le Brachiosaure et l'Apatosaure sont les plus connus. Ces animaux massifs, parfois aussi longs que 4 bus alignés, se nourrissaient des feuilles hautes des arbres, profitant d'une végétation abondante. Leur taille impressionnante constituait une défense naturelle contre les prédateurs. Parallèlement aux sauropodes,
Les théropodes, carnivores bipèdes, prospéraient. Des prédateurs redoutables comme Allosaurus chassaient probablement en groupe, exploitant leur agilité et leur puissante mâchoire. Le Jurassique voit également apparaître d'autres groupes fascinants, notamment les thyréophorans comme les stégosaures, reconnaissables à leurs plaques osseuses dorsales et queues hérissées de pointes, un système de défense efficace. Enfin, s'étend la période du Crétacé, de 145 à 66 millions d'années, qui constitue la dernière grande ère mésozoïque avant la célèbre extinction massive. Le Crétacé est un tournant écologique et évolutif majeur. Du point de vue géographique, les continents continuent de se disjoindre pour prendre une configuration proche de la nôtre, avec la formation des océans Atlantique et Indien. Le climat est globalement chaud, avec des mers tropicales qui favorisent une biodiversité très riche. Les dinosaures atteignent alors leur apogée. Le Crétacé est marqué par l'essor des hadrosaures, des dinosaures herbivores au bec de canard, qui pouvaient former de véritables troupeaux. On trouve aussi des cératopsiens, comme le fameux Tricératops, doté d'une large collerette osseuse et de cornes puissantes, probablement utilisées pour la défense et les combats intra-espèces. Les théropodes continuent de régner parmi les carnivores, avec l'apparition de géants célèbres comme Tyrannosaurus rex, mesurant jusqu'à 12 mètres de long, véritable maître des terres nord-américaines. D'autres groupes comme les Dromaeosauridés, agiles et intelligents, sont les ancêtres directs des oiseaux. Par ailleurs, le Crétacé se distingue par une évolution spectaculaire de la flore, avec la naissance des premières plantes à fleurs, les angiospermes, qui révolutionnent les écosystèmes en offrant de nouvelles sources alimentaires et habitats. Malheureusement, c'est aussi à la fin du Crétacé que la catastrophe majeure survient. La fameuse extinction de masse, probablement liée à la collision d'un astéroïde géant dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique, entraîne la disparition d'environ 75% des espèces terrestres, dont tous les dinosaures non aviens. Ainsi, en parcourant ces trois ères géologiques, nous saisissons comment les dinosaures sont passés de formes modestes à des colosses inégalés, s'adaptant constamment à des environnements changeants. Ce panorama nous prépare à mieux comprendre, dans la suite de notre voyage, l'écosystème complexe dans lequel ces créatures évoluaient, cohabitant avec des plantes anciennes et une faune tout aussi variée et intrigante. Poursuivons notre immersion dans le passé lointain en nous intéressant de plus près à l'écosystème des temps anciens, celui dans lequel vivaient les dinosaures. Ce monde mésozoïque était une toile complexe et dynamique, où coexistaient non seulement d'innombrables espèces de dinosaures, mais aussi une faune variée et une flore spécifique, toutes interconnectées dans des relations écologiques parfois inattendues. Pour comprendre pleinement l'ampleur du règne des dinosaures, il est crucial de saisir l'environnement vivant qui les entourait. Des géants aux plus petites créatures, des arbres majestueux aux premiers bourgeons floraux. Commençons par la flore, cet élément fondamental qui forme la base de toute chaîne alimentaire terrestre. Durant la plus grande partie de l'ère mésozoïque, la végétation dominante était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les premières périodes, le Trias et le Jurassique, étaient surtout marquées par des forêts composées essentiellement de fougères arborescentes, de prêles géantes, de conifères et de cycadales. Ces plantes, souvent robustes et adaptées à des climats chauds et souvent secs, constituaient un véritable festin pour les herbivores. Les conifères, par exemple, étaient de véritables piliers des forêts anciennes, avec leurs formes variées, allant des pins aux séquoias. Ils offrent encore aujourd'hui une idée de l'aspect de ces forêts gigantesques qui servaient d'abri et de nourriture à une grande diversité de dinosaures. C'est dans le Crétacé que la flore commence à se transformer profondément, avec l'apparition spectaculaire des angiospermes,
ces plantes à fleurs, qui vont rapidement se répandre, modifier les habitudes alimentaires et favoriser la diversification des insectes et autres magnifiques partenaires naturels. Parlons maintenant de la faune conduite par les dinosaures eux-mêmes, mais aussi des autres habitants moins connus. Le Mésozoïque ne se résume pas à la simple course entre prédateurs et proies. Dans chaque écosystème, plusieurs strates de vie coexistaient, de la microfaune aux plus imposants dinosaures. Les dinosaures herbivores, tels que les ornithischiens avec leurs plaques, cornes ou becs en coin, dépendaient étroitement de ces plantes anciennes. Pour leur part, les sauropodes, de par leur taille colossale, pouvaient s'alimenter en hauteur, broutant le feuillage des arbres, tandis que d'autres, comme les hadrosaures, se nourrissaient des plantes plus basses. Les carnivores, quant à eux, de toute taille, jouaient un rôle essentiel dans le contrôle des populations herbivores, maintenant ainsi l'équilibre naturel. Les grands théropodes, comme le Tyrannosaurus rex ou l'Allosaurus, régnaient sur ces chaînes alimentaires, mais ils partageaient leur niche avec une multitude d'autres animaux, des ptérosaures dans le ciel aux crocodiliens primitifs dans les rivières, en passant par divers petits reptiles et amphibiens. Ces derniers, souvent plus discrets, composaient la trame de vie sous-jacente, essentielle à l'équilibre même des habitats. De nombreux petits mammifères mésozoïques, eux-mêmes encore modestes, commençaient à évoluer dans l'ombre, en marge du règne des dinosaures. Le sol même de ces écosystèmes était aussi un microcosme animé. Spores, champignons, insectes et décomposeurs contribuaient au cycle des nutriments. Les insectes, notamment, ont beaucoup évolué au Crétacé, en relation étroite avec les plantes à fleurs qui poussaient de plus en plus. Ce lien entre flore et insectes a conduit à des innovations écologiques majeures, avec le développement d'une diversité pollinisatrice, prêtant à penser que beaucoup d'espèces actuelles tirent leurs origines de ces interactions antiques. À travers cette diversité floristique et faunistique, on peut aussi porter attention aux interactions plus subtiles, comme les adaptations défensives qu'ont développées certains dinosaures par rapport aux prédateurs, ou les stratégies de reproduction et de garde des petits, qui renforçaient la survie des espèces dans des environnements parfois hostiles. Par exemple, certains dinosaures herbivores ostentaient de lourds blindages ou des pointes acérées pour décourager les attaques, tandis que d'autres utilisaient probablement la vitesse ou la vie en troupeau pour se protéger. En outre, les conditions climatiques de l'époque, assez chaudes et souvent humides, favorisaient des cycles de saison qui rythmaient la croissance des plantes et la disponibilité des ressources. Ce climat engendrait aussi des phénomènes comme les moussons, les inondations ou les périodes sèches, qui impactaient fortement les comportements migratoires des espèces et la dynamique des populations. Ainsi, décrire l'écosystème mésozoïque, c'est lever le voile sur un monde d'une richesse impressionnante, où dinosaures et autres formes de vie s'entremêlaient dans un équilibre naturel finement régulé. Cette compréhension est essentielle pour envisager les raisons de leur succès, mais aussi pour mieux préparer la réflexion sur leur disparition et, pourquoi pas, leur éventuel retour, ce que nous explorerons dans les sections à venir. Au fil de ce voyage, nous découvrons que les dinosaures ne sont pas simplement des êtres isolés, mais les pièces maîtresses d'un échiquier gigantesque où chaque organisme, chaque végétal, chaque condition géologique joue un rôle vital. Leur histoire s'inscrit dans celle du vivant tout entier, un fil continu qui relie notre présent à un passé fascinant. Le passage des millions d'années a vu naître une multitude d'espèces, offrir des paysages changeants et écrire des histoires fascinantes de la vie sur Terre. Mais dans ce grand récit, il y a aussi des chapitres tragiques, des moments où la vie a vacillé et où des groupes entiers, parfois les plus dominants, ont disparu brutalement. Ces événements sont connus sous le nom
d'extinction de masse. L'une des plus célèbres et cruciales pour notre sujet est celle qui a causé la disparition des dinosaures non aviens et des grandes plantes anciennes, à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. Mais qu'est-ce qui a réellement causé cette extinction? Et pourquoi tout cet écosystème a-t-il été si profondément bouleversé? Avant d'examiner en détail cette extinction majeure, il convient de rappeler que la Terre a connu plusieurs épisodes d'extinction massive au cours de son histoire. Chacune de ces crises a remodelé la biodiversité, éliminé des lignées entières et ouvert la voie à de nouvelles formes de vie. La plus ancienne connue est l'extinction Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années, qui a éliminé une grande majorité des espèces marines et terrestres. Mais c'est celle du Crétacé-Paléogène, ancienne Crétacé-Tertiaire, qui s'attire toute notre attention quand il s'agit des dinosaures et des plantes mésozoïques. Cette extinction marque la fin officielle du Mésozoïque, et son impact a été d'une ampleur vertigineuse. Environ 75% des espèces vivantes sur Terre ont disparu en un laps de temps relativement court à l'échelle géologique. Parmi elles, tous les dinosaures non aviens ont été anéantis. Cette disparition massive a considérablement transformé les écosystèmes terrestres et marins, menant à la grande radiation évolutive des mammifères et, éventuellement, à celle des oiseaux. Ces derniers étant les derniers descendants directs des dinosaures. Les causes multiples et complexes de cette extinction sont aujourd'hui au centre de nombreuses recherches scientifiques. Le scénario le plus accepté repose sur la collision d'un énorme astéroïde avec la Terre. Cet impact, prouvé notamment par la découverte d'une couche riche en iridium, métal rare sur Terre, mais abondant dans les météorites, dans les sédiments datés de la fin du Crétacé, aurait généré une explosion colossale. Le site d'impact correspond à la dépression de Chicxulub, située dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Les conséquences de cette catastrophe furent dévastatrices. Gigantesques incendies, tsunamis, poussière et cendres projetées dans l'atmosphère ont provoqué une obscurité durable, stoppant la photosynthèse et menant à un effondrement des réseaux alimentaires. Ce phénomène de refroidissement global, suivi d'une période de réchauffement, a rendu l'environnement hostile à la survie de nombreuses espèces, notamment de grands reptiles comme les dinosaures. Mais l'impact de l'astéroïde ne serait pas l'unique facteur. Ce contexte d'instabilité a pu être aggravé par une intense activité volcanique, notamment celle des trappes du Deccan, en Inde, où d'immenses coulées de lave ont libéré dans l'atmosphère d'importantes quantités de gaz toxiques et de dioxyde de carbone, accentuant les perturbations climatiques. Chez les plantes, cette extinction fut aussi importante. De nombreuses familles de fougères et conifères ont été décimées, tandis que la diversification des angiospermes connut un ralentissement pendant plusieurs milliers d'années. La disparition de certaines plantes influença directement le feuillage disponible pour les herbivores, provoquant un effet domino déstabilisant l'ensemble de la chaîne alimentaire. Rien n'était épargné dans les mers où coraux, ammonites et de multiples classes d'animaux marins subissaient un déclin brutal, réduisant encore la biodiversité globale du vivant sur la planète. Cette extinction a donc représenté un véritable réajustement profond des écosystèmes, ouvrant néanmoins à terme la porte à une explosion évolutive nouvelle qui allait façonner le monde post-Crétacé. En observant cette catastrophe, nous comprenons que la disparition des dinosaures non aviens et des plantes anciennes ne fut pas le résultat d'un seul facteur, mais bien d'une conjonction d'événements écologiques, géologiques et astronomiques extrêmes. Ces épisodes d'extinction ont aussi un rôle fondamental dans l'équilibre et la dynamique de la vie sur Terre, incitant la nature à se renouveler et évoluer sans cesse. L'étude de ces grandes extinctions
permet non seulement de comprendre comment des espèces autrefois dominantes peuvent disparaître, mais aussi d'éclairer les risques actuels liés aux changements environnementaux rapides. Elles posent ainsi les bases de notre réflexion sur le rapport que nous entretenons avec la biodiversité et le rôle que l'humanité pourrait jouer dans la préservation ou la perturbation de ces équilibres fragiles. Dans les prochaines sections, nous verrons comment la science, notamment la paléontologie, tente de redonner vie à ces mondes disparus en étudiant les fossiles et même, aujourd'hui, en se lançant dans d'audacieux projets de résurrection génétique. Ce dialogue entre passé et présent ouvre des perspectives inattendues et soulève des questions d'éthique, d'écologie et même de philosophie, auxquelles il est passionnant de réfléchir. Entrons maintenant dans le fascinant univers de la paléontologie. Cette science qui nous permet de remonter le temps en découvrant et en étudiant les traces laissées par les organismes datant de millions d'années. La paléontologie est essentielle pour comprendre non seulement l'existence des dinosaures, mais aussi leur diversité, leur mode de vie, leurs interactions écologiques et finalement leur disparition. C'est grâce à elle que le passé lointain prend forme et sens dans notre esprit. Le fondement de la paléontologie repose sur l'étude des fossiles, c'est-à-dire les restes ou les traces conservées d'organismes vivants dans un passé géologique. Ces fossiles peuvent être des ossements, des dents, des coquilles ou même des empreintes, comme les pistes de pas, les nids ou les œufs. Ils sont souvent retrouvés dans des roches sédimentaires, formées par l'accumulation de couches de sédiments au fond des mers, lacs ou rivières, ou encore sur des terres anciennement fertiles. La formation d'un fossile est un processus long et délicat. Après la mort d'un organisme, il faut qu'il soit rapidement recouvert par des sédiments qui protègent ces restes de la décomposition complète. Puis, pendant des millions d'années, ces sédiments se compactent et se transforment en roches, permettant parfois la minéralisation des tissus organiques. C'est cette transformation qui conserve notamment les os, dans une forme permise par la pierre. D'autres fossiles peuvent être des empreintes ou des traces fossilisées, témoignant ainsi indirectement de la vie passée. La recherche paléontologique commence par la prospection sur le terrain, dans des régions où les roches sédimentaires sont exposées. Les paléontologues, souvent aidés par des géologues, analysent les strates rocheuses pour dater précisément les couches où se trouvent les fossiles grâce à des techniques comme la datation radiométrique. Ces datations précises sont indispensables pour comprendre le contexte chronologique dans lequel vivaient ces animaux. Lorsqu'un fossile est découvert, il nécessite un travail méticuleux d'extraction, particulièrement quand il est enfoui profondément ou fragmenté. Il arrive que des blocs de roches renfermant des restes soient transportés dans des laboratoires pour y être dégagés à l'aide d'outils très fins, parfois même sous microscope. Cette méthode aide à préserver les détails les plus délicats et précieux pour l'étude. Parmi les techniques modernes d'étude des fossiles, on retrouve la tomographie par rayon X, qui permet d'obtenir des images en 3 dimensions à l'intérieur d'un bloc de roche, sans avoir à l'endommager. Ces images révèlent la structure interne des os ou de restes pétrifiés et peuvent même identifier des traces de tissus mous ou d'organes, aujourd'hui fossilisés grâce à des conditions exceptionnelles. La paléontologie ne se limite donc pas à l'extraction et à la description des restes, elle cherche aussi à comprendre la biologie, le comportement et l'environnement des animaux disparus. Par exemple, l'étude des dents peut renseigner sur le régime alimentaire, tandis que la structure des membres indique les modes de locomotion. De plus, certaines analyses chimiques permettent d'approcher la température corporelle ou la composition des tissus. Un champ d'étude fascinant est également la paléoécologie, qui reconstruit les écosystèmes anciens en étudiant simultanément fossiles de plantes, d'animaux et des traces géologiques. Par ce biais,
on découvre comment les dinosaures interagissaient avec leur environnement et avec d'autres espèces, hiérarchie alimentaire comprise. Enfin, la paléontologie s'appuie sur la collaboration interdisciplinaire avec la géologie, la biologie évolutive, la chimie, l'informatique pour la modélisation et même la physique. La modélisation numérique, par exemple, permet de reconstituer virtuellement l'apparence, le mouvement et même parfois les sons que pouvaient produire certaines espèces. Ces avancées technologiques rendent la science plus accessible et attrayante, tout en donnant une image plus précise et animée du passé. Ainsi, la paléontologie est une discipline vivante, en constante évolution, qui nous offre un pont entre notre monde actuel et celui disparu des dinosaures. Elle permet non seulement de collectionner des ossements et des fossiles, mais avant tout de raconter une histoire riche de millions d'années. Un récit où la vie se déploie sous des formes incroyablement variées. Et maintenant que nous savons comment ces fossiles sont découverts et étudiés, nous pouvons nous tourner vers les sciences modernes de la génétique et des nouvelles technologies qui ambitionnent d'aller encore plus loin en tentant de récupérer le matériel génétique des espèces disparues. Approchons maintenant un domaine fascinant à la croisée des sciences, la génétique moderne, qui ouvre des perspectives jusqu'ici inimaginables sur la possibilité de comprendre, voire de recréer des espèces disparues comme les dinosaures et les plantes anciennes. En effet, à travers le séquençage de l'ADN, les techniques évoluées de clonage et la récupération de matériel génétique fossile, la science tente aujourd'hui un véritable saut dans le temps qui soulève autant d'espoir que de questions. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est le support de l'information génétique des êtres vivants. Il porte en lui le code qui détermine la construction, la croissance et même certains comportements des organismes. C'est grâce à l'étude de cet ADN que les scientifiques peuvent aujourd'hui comprendre les liens entre espèces, retracer les branches de l'arbre de la vie, mais aussi, théoriquement, recréer des séquences biologiques disparues. Le premier défi est donc d'extraire de l'ADN ancien, ce que l'on appelle parfois ADN fossile. Or, l'ADN est une molécule fragile, exposée à la chaleur, à l'humidité, aux enzymes et au temps. Elle se dégrade et se fragmente. Il est alors exceptionnel et extrêmement rare d'en retrouver des fragments exploitables dans des fossiles vieux de plusieurs millions d'années, comme c'est le cas pour les dinosaures. La majorité des séquences récupérées provient plutôt d'espèces disparues plus récentes, comme les mammouths laineux ou certains hominidés. Pour tenter d'identifier et séquencer l'ADN ancien, les scientifiques utilisent des techniques très sensibles, capables d'amplifier les fragments existants à l'aide de la réaction en chaîne par polymérase, PCR. Cette méthode permet de multiplier des régions spécifiques de l'ADN afin de pouvoir les étudier en détail, même lorsque celles-ci sont très rares ou endommagées. Dans le domaine du clonage, les techniques ont connu un grand bond avec la naissance de la brebis Dolly en 1996, premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte. Cette avancée a révélé que les cellules différenciées peuvent être reprogrammées pour redonner un organisme complet. Ce procédé suggère théoriquement qu'un génome ancien entier pourrait, à condition d'être intact ou reconstitué, être inséré dans un ovule vivant pour produire un organisme proche du modèle disparu. Cependant, plusieurs obstacles techniques majeurs subsistent pour le clonage des dinosaures. Tout d'abord, la dégradation irréversible de l'ADN ancien empêche pour l'instant d'obtenir un génome complet et fiable. De plus, il faudrait disposer d'un ovule compatible ou proche de celle de l'espèce disparue, ce qui est impossible dans le cas des dinosaures, car aucune espèce actuelle ne remplit ce rôle avec certitude. Par ailleurs, même si ces contraintes étaient levées, la complexité biologique d'un dinosaure
dépasse largement la simple possession d'un génome. Notamment, il faudrait recréer un environnement de développement adéquat et résoudre les questions liées à l'expression génétique. Néanmoins, la génétique moderne a permis des avancées impressionnantes dans la déextinction d'espèces plus récentes. Des projets visant à restaurer des populations de mammouths laineux à partir de l'ADN de leurs plus proches parents, les éléphants, sont en cours, combinant édition génétique avec la technologie CRISPR pour insérer des gènes spécifiques résistants au froid. Par ailleurs, la récupération de matériel génétique fossile concerne aussi les plantes anciennes. Les graines, pollens ou tissus rares peuvent parfois être conservés dans des conditions exceptionnelles de conservation, comme dans le pergélisol, permettant l'étude de séquences génétiques. Cela ouvre la voie à la résurrection ou à la modification ciblée de variétés anciennes pour la recherche ou même l'agriculture. Les progrès récents dans le séquençage de l'ADN environnemental, qui analyse la matière génétique présente dans les sédiments, donnent aussi un aperçu indirect de la biodiversité passée sans prélèvement direct de fossiles. Cette technique révolutionne notre compréhension des écosystèmes anciens. Au final, la génétique moderne, malgré ses limites actuelles, représente un formidable levier pour comprendre l'évolution et l'histoire du vivant. Mais aussi peut-être pour rêver de ramener certaines espèces disparues à la vie, dans une version bien sûr adaptée aux contraintes biologiques et technologiques contemporaines. Dans les sections suivantes, nous explorerons certains projets scientifiques qui se rapprochent de cet objectif audacieux mais complexe et réfléchirons aux implications éthiques, écologiques et sociétales qu'un tel retour aurait. À l'heure actuelle, la science franchit des frontières autrefois inimaginables, redessinant notre rapport au passé de la vie sur Terre. Parmi ces avancées, les projets de résurrection d'espèces disparues, que l'on appelle aussi déextinction, suscitent à la fois émerveillement, espoir et débat. Ces initiatives, menées aussi bien sur des plantes que sur des animaux, tentent de recréer, restaurer ou au moins imiter des organismes éteints, ouvrant une porte vers un passé que nous pensions figé à jamais. Commençons par les plantes. Plusieurs espèces anciennes, souvent endémiques à des environnements spécifiques, ont disparu de nos écosystèmes sous la pression des changements climatiques, des activités humaines ou de catastrophes naturelles. Grâce à la conservation de graines dans des banques telles que la célèbre banque de semences de Svalbard et à des techniques de germination et de multiplication in vitro, certains chercheurs travaillent à la restauration de plantes qui n'ont plus leur place dans la nature actuelle. Ces projets visent non seulement à conserver la biodiversité, mais aussi à mieux comprendre les adaptations spécifiques qui ont permis à ces espèces de survivre longtemps dans des conditions extrêmes. Par ailleurs, la paléobotanique revisitée grâce à la génomique permet de retracer l'évolution des plantes depuis le Mésozoïque. Par exemple, la manipulation génétique pourrait un jour aboutir à la recréation de formes anciennes, comme des fougères géantes ou des conifères disparus, recréant virtuellement des paysages anciens. Ces expériences ont aussi des implications pour l'agriculture et la lutte contre le changement climatique, en fournissant des plantes résistantes ou mieux adaptées. Pour les animaux, les tentatives de résurrection sont plus délicates, mais ont déjà franchi plusieurs étapes symboliques. Le cas emblématique est celui du mammouth laineux, dont l'ADN a été récupéré dans des échantillons parfaitement conservés dans le pergélisol sibérien. Des équipes de scientifiques combinent ces données avec le génome de l'éléphant d'Asie, son plus proche parent vivant, pour éditer des embryons dans l'espoir d'en créer un hybride capable de survivre dans des environnements froids. Ce projet, bien que controversé, symbolise à lui seul la possibilité technique d'intervenir sur le vivant
de manière inédite. Outre le mammouth, d'autres projets visent des espèces disparues plus récemment, telles que le pigeon migrateur ou la presque éteinte bisonie européenne, grâce à des croisements ou des recréations génétiques. Toutefois, la démarche est souvent confrontée à des défis majeurs. Absence de génome complet, manque d'environnement naturel adapté, questions éthiques et écologiques. Dans le champ des dinosaures, les perspectives restent aujourd'hui théoriques et bien plus lointaines. L'absence d'ADN intact sur des millions d'années rend impossible la résurrection directe. Toutefois, des pistes novatrices, telles que la manipulation génétique d'oiseaux actuels pour faire réémerger certains caractères ancestraux de leurs ancêtres dinosaures, par exemple le développement de dents ou de queues, sont expérimentées. Ces recherches, portant sur l'évo-dévo, évolution-développement, interpellent la frontière entre recherche fondamentale et expérimentation audacieuse. Au-delà de la technique, ces projets posent aussi des questions fondamentales. Pourquoi vouloir ressusciter des espèces disparues? Est-ce pour réparer les dégâts humains sur la biodiversité, pour des raisons scientifiques, ou simplement par fascination? Chaque projet nourrit un débat intense entre partisans de la conservation des espèces actuelles et les promoteurs du retour du passé. Certains chercheurs insistent aussi sur l'importance d'accompagner ces tentatives par une réflexion écologique rigoureuse, notamment sur l'impact que ces organismes ressuscités pourraient avoir sur les écosystèmes actuels. En effet, recréer une espèce disparue, c'est aussi devoir lui offrir un habitat, un régime alimentaire et des relations avec d'autres formes de vie qui ont évolué en son absence. En résumé, les projets scientifiques actuels de résurrection d'espèces éteintes représentent une aventure à la fois technologique et philosophique. Ils illustrent le formidable pouvoir des sciences modernes, mais appellent également à la prudence, au respect des équilibres naturels et à une réflexion profonde sur notre place dans le vivant. Alors que ces tentatives se développent, un exemple récent et concret, celui du mammouth laineux, servira de guide pour examiner comment, précisément, ces leçons peuvent s'appliquer aux dinosaures disparus il y a bien plus longtemps. Nous aborderons cela dans la section suivante, ouvrant une nouvelle fenêtre sur le dialogue entre passé et présent. Plongeons maintenant dans un exemple concret et récent qui illustre parfaitement les avancées et les défis liés à la résurrection d'espèces disparues, le cas du mammouth laineux. Ce gigantesque pachyderme, emblématique de l'ère glaciaire, est souvent cité dans les discussions sur la possibilité de ramener à la vie des animaux éteints, et par analogie, il offre des enseignements précieux pour envisager ce que pourrait être un effort similaire pour les dinosaures bien plus anciens. Le mammouth laineux, Mammuthus primigenius, a parcouru les plaines d'Eurasie et d'Amérique du Nord pendant des dizaines de milliers d'années. Parfaitement adapté au climat froid, grâce à son pelage épais, ses longues défenses courbées et une physiologie adaptée au froid. La majeure partie de ces populations a disparu à la fin du dernier âge glaciaire, il y a environ 10 000 ans, sous l'effet combiné des changements climatiques rapides et de la pression de la chasse humaine. Pourtant, certaines populations isolées ont survécu encore plusieurs milliers d'années, notamment sur l'île de Wrangel, jusqu'à il y a environ 4000 ans. Ce relativement récent anéantissement est ce qui rend la résurrection du mammouth laineux plus envisageable que celle des dinosaures. Des restes particulièrement bien conservés, notamment en Sibérie, dans le pergélisol, ont fourni des tissus congelés permettant d'extraire de l'ADN. Cette préservation exceptionnelle a permis aux chercheurs d'obtenir des séquences génétiques partielles qui sont aujourd'hui au cœur de projets ambitieux de dé-extinction. Ces projets, pilotés par des équipes de généticiens, utilisent l'édition génétique pour incorporer des gènes spécifiques du mammouth
responsables notamment de la résistance au froid, dans le génome de l'éléphant d'Asie, son plus proche parent vivant. Le but n'est pas de créer un mammouth parfait à l'antique, mais un hybride capable de survivre dans des environnements froids, avec des traits hérités des mammouths. Cette approche, appelée génomique comparative, ouvre la voie à la réintroduction potentielle d'un animal qui pourrait jouer un rôle écologique important, par exemple dans la restauration des prairies arctiques et la lutte contre le dégel du pergélisol. Quels enseignements tirer pour les dinosaures? D'abord, le mammouth montre que la déextinction est techniquement envisageable, à condition que le matériel génétique soit relativement bien conservé et que l'espèce disparue ait des parents vivants proches. Or, ce n'est malheureusement pas le cas des dinosaures, disparus il y a plus de 65 millions d'années, un laps de temps bien trop long pour retrouver des ADN complets et intacts. Ensuite, le mammouth souligne l'importance d'un contexte écologique et environnemental favorable, avec un habitat disponible et adapté. Pour les dinosaures, cela soulève de solides défis. Les écosystèmes ont radicalement changé, les climats ne sont plus ceux d'autrefois, et la coexistence avec la faune et la flore actuelle est incertaine, voire problématique. Enfin, ce cas met en lumière les enjeux éthiques, écologiques et sociétaux. La création d'un animal hybride soulève des questions sur son bien-être, sa position dans la nature et les risques d'introduction d'espèces dans des milieux que nous ne maîtrisons pas entièrement. Le mammouth laineux, par son histoire récente et ses projets de renaissance, incarne donc une étape intermédiaire entre restauration biologique et innovation génétique. Sa réactualisation possible invite à une réflexion approfondie avant d'envisager la résurrection de créatures plus anciennes, comme les dinosaures, dont la récupération génétique reste, pour l'heure, un défi majeur. Dans la suite de notre exploration, nous aborderons plus précisément la flore du Mésozoïque, des fougères géantes aux forêts de conifères. À quoi ressemblerait la végétation ancienne si elle réapparaissait dans notre monde contemporain? Cette réflexion nous amènera à mieux comprendre les enjeux d'une éventuelle restauration globale des écosystèmes anciens. Nous allons à présent nous pencher sur un élément souvent moins évoqué, mais tout aussi fascinant que les dinosaures eux-mêmes, la flore mésozoïque. Pour imaginer un retour des dinosaures dans notre monde moderne, il est essentiel de comprendre à quoi ressemblait la végétation il y a plusieurs dizaines de millions d'années. La nature qui les entourait, les nourrissait, protégeait leur territoire et façonnait les paysages de cette époque révolue. Le Mésozoïque, qui s'étend d'environ 252 à 66 millions d'années, est divisé en 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Pendant toute cette ère, la composition végétale de la Terre a profondément évolué, offrant à chaque étape un décor unique, parfois radicalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Au Trias, les premières plantes terrestres dominantes étaient bien loin de la diversité des angiospermes modernes. Elles étaient essentiellement constituées de fougères, de prêles et de lycophytes, des plantes sans fleurs ni graines véritables, se reproduisant principalement par des spores. Parmi elles, certaines espèces atteignaient des dimensions impressionnantes, donnant lieu à des fougères arborescentes qui pouvaient rivaliser, en taille, avec certains arbres actuels. Ces fougères géantes formaient des forêts denses, humides et ombragées, un véritable refuge pour les petits animaux et les jeunes dinosaures. Le Jurassique voit l'essor considérable des gymnospermes, notamment des conifères, cycadales et gingos. Ces plantes à graines, mais sans fleurs, commencent à dominer de vastes régions terrestres. Les conifères, avec leurs aiguilles et cônes caractéristiques, formaient des forêts robustes et parfois très vastes. On imagine les paysages recouverts de sapins primitifs, de pins et de séquoias naissants,
qui conférait une silhouette familière et majestueuse à ces régions. Les cycadales, avec leurs feuilles palmées et leurs troncs semblables à ceux des palmiers, étaient aussi omniprésentes, donnant un air exotique aux écosystèmes terrestres. Au Crétacé, un bouleversement botanique majeur survient. C'est l'apparition et la spectaculaire diversification des angiospermes, les plantes à fleurs, qui révolutionnent les modes de reproduction végétale. Ces végétaux, souvent plus rapides à se reproduire et plus diversifiés, entrent en compétition avec les gymnospermes et modifient durablement les écosystèmes. Leur apparition est liée à une explosion de la diversité des insectes pollinisateurs et à des innovations écologiques complexes. Dans les forêts du Crétacé, on trouve encore des conifères, des fougères et des cycadales, mais ils cohabitent désormais avec des familles d'angiospermes, allant des arbustes aux arbres à fleurs colorées et odorantes. Certaines de ces plantes montraient déjà les premières formes de fruits, bien que très différentes des fruits modernes. Ces paysages floraux, mêlant anciennes et nouvelles espèces, définissaient les habitats où évoluaient les derniers dinosaures. Imaginer la flore mésozoïque dans notre époque contemporaine, c'est envisager un monde où les fougères géantes recouvriraient encore de vastes étendues, où les forêts de conifères occuperaient des surfaces plus importantes que celles d'aujourd'hui, avec une diversité florale moins dominée par les angiospermes. Un tel environnement verrait probablement des climats plus constants et plus chauds, similaires à ceux qui régnaient au Mésozoïque, propices à ces essences et à leur cycle particulier. Par ailleurs, replacer cette végétation ancienne dans nos territoires modernes impliquerait aussi des adaptations du sol, du climat local et un réajustement écologique important pour permettre aux plantes mésozoïques de s'implanter durablement. Il faut aussi considérer les interactions complexes entre ces plantes et les animaux, comme les dinosaures herbivores qui se nourrissaient des feuillages coriaces, des graines ou des pollens. En fin de compte, une flore mésozoïque réinvestissant la surface de la Terre nous offrirait une image hautement contrastée avec nos paysages actuels, rendant tangible la sensation d'un retour vers un âge profond et mystérieux. Elle poserait autant de contraintes que d'opportunités pour la biodiversité actuelle et soulèverait des interrogations sur la coexistence entre anciennes et nouvelles formes de vie. La reconstitution de ces paysages végétaux, que ce soit en laboratoire, dans des réserves dédiées ou par modification génétique, constitue un défi considérable ainsi qu'une aventure scientifique et écologique majeure. Ce défi sera au cœur de notre prochaine étape, où nous étudierons précisément comment le retour des dinosaures et des plantes anciennes pourrait s'accommoder des contraintes climatiques, spatiales et atmosphériques de notre Terre contemporaine. Plongeons à présent au cœur d'un enjeu fondamental et particulièrement complexe, le défi de la reconstitution des écosystèmes anciens dans notre monde moderne. Reconstituer un dinosaure, c'est une chose, mais recréer l'ensemble du tissu vivant dans lequel il évoluait, composé de plantes, d'autres animaux, de micro-organismes et de multiples interactions écologiques, c'en est une autre, bien plus vaste et délicate. Ce défi dépasse largement la simple question biologique. Pour toucher aux domaines écologiques, climatiques, géographiques et même sociaux. Pour commencer, il est important de bien saisir ce qu'est un écosystème. C'est un ensemble dynamique où s'entrelacent les êtres vivants, plantes, animaux, micro-organismes, et leur milieu physique, sol, eau, air, climat. Ces interactions sont complexes et souvent très spécifiques. Elles ont évolué lentement sur des millions d'années, façonnant un équilibre fragile où chaque élément joue un rôle, parfois discret mais vital.
Le Mésozoïque, l'époque des dinosaures et des plantes anciennes, avait des conditions climatiques et géographiques très différentes de celles d'aujourd'hui. Les continents étaient regroupés différemment, le climat était généralement plus chaud et l'atmosphère contenait des proportions différentes de gaz. La composition des sols, des cours d'eau, la répartition des montagnes, autant de facteurs qui influençaient la vie à tous les niveaux. Pour rétablir un écosystème de l'époque mésozoïque, il faudrait donc recréer ou adapter ces conditions. Or, cela est extrêmement difficile. Le climat actuel est marqué par des cycles saisonniers, des zones climatiques bien distinctes et un équilibre atmosphérique très différent. La flore et la faune contemporaines ont aussi évolué. Certaines espèces ont disparu, d'autres ont proliféré, formant des réseaux complexes qui peuvent entrer en conflit avec un retour d'espèces anciennes. Par exemple, reconstituer une forêt de conifères mésozoïques pourrait s'avérer plus simple que d'y introduire des fougères géantes ou des plantes à fleurs disparues. Mais même dans ce cas, les sols actuels, riches ou appauvris, chargés ou non de certains micro-organismes, ne correspondent pas forcément aux milieux originaux. Ces éléments du sol sont pourtant essentiels pour la croissance et la santé des plantes, ainsi que pour la survie de la faune qui en dépend. Du côté des animaux, l'introduction de dinosaures représente un défi de taille. Ces créatures évoluaient dans des écosystèmes où les chaînes alimentaires étaient très différentes, où les prédateurs, compétiteurs et proies coévoluaient en équilibre. Implanter un ou plusieurs dinosaures aujourd'hui conduirait inévitablement à des interactions imprévisibles avec la faune moderne. Cela soulève des questions de survie pour les nouvelles et les anciennes espèces, de compétition pour la nourriture, mais aussi de risques sanitaires liés à des pathogènes inconnus. Un autre point crucial concerne la taille de ces écosystèmes reconstitués. Les dinosaures, notamment les grandes espèces, nécessitaient de vastes espaces pour s'alimenter et se déplacer. Or, sur un territoire aujourd'hui fortement anthropisé, trouver des zones suffisamment grandes et protégées, capables d'offrir des ressources et une diversité écologique suffisante, est une gageure. La fragmentation des habitats et la pression humaine sur les espaces naturels compliquent considérablement l'accueil de telles espèces. L'aspect temporel est également à considérer. La mise en place d'un écosystème fonctionne sur des échelles de temps bien plus longues que la vie humaine. Plusieurs générations de plantes et d'animaux, des cycles de succession écologique, des adaptations progressives. L'idée d'un retour rapide des écosystèmes mésozoïques, tels qu'ils étaient, est donc largement utopique. Toute tentative nécessiterait patience, observation et ajustement continu. Pour relever ce défi, les scientifiques envisagent des stratégies de reconstitution progressive à partir de micro-écosystèmes contrôlés, comme des réserves biologiques fermées ou des jardins de plantes anciennes, avant de passer à des échelles plus vastes. Cela permettrait de mieux comprendre les interactions, d'affiner les conditions de succès et de limiter les risques pour l'environnement actuel. Enfin, ce défi s'inscrit aussi dans un débat éthique et sociétal. Une telle reconstitution interroge notre droit à modifier les milieux naturels, à introduire des espèces exogènes, potentiellement invasives, et à perturber les équilibres actuels. Elle appelle à une gouvernance rigoureuse, impliquant chercheurs, autorités, communautés locales et publiques. Ainsi, le défi de la reconstitution des écosystèmes anciens est une entreprise colossale, à la croisée des sciences de la vie, de l'écologie, de la géographie et de l'éthique. Il nous invite à réinterroger notre place dans le monde et notre responsabilité face aux vivants, tout en nourrissant l'imaginaire d'un monde où le passé et le présent se mêleraient pour offrir une nouvelle symphonie de la nature. Cette réflexion
pave la voie à l'exploration des conditions concrètes nécessaires pour accueillir dinosaures et plantes anciennes aujourd'hui, un sujet que nous allons aborder dans la suite de notre exploration. Pour envisager sérieusement le retour des dinosaures et des plantes anciennes dans notre monde contemporain, il est indispensable de comprendre quelles conditions spécifiques seraient nécessaires pour accueillir ces espèces disparues depuis des millions d'années. Le climat, l'espace, l'atmosphère, autant d'éléments cruciaux qui doivent être scrupuleusement examinés pour imaginer un éventuel environnement viable pour ces formes de vie d'un autre âge. Commençons par le climat, sans doute le facteur primordial pour la survie de ces anciens habitants de la Terre. Durant l'ère mésozoïque, le climat global était bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La planète bénéficiait, en moyenne, de températures plus élevées et plus stables, avec une absence quasi totale de grandes calottes glaciaires, même au pôle. Cette chaleur généralisée était soutenue par une atmosphère plus riche en dioxyde de carbone, contribuant à l'effet de serre et à une végétation luxuriante. Par conséquent, les dinosaures évoluaient dans un environnement chaud et humide, souvent tropical à subtropical, avec des saisons peu marquées dans certaines régions. Recréer ou simuler ce type de climat serait un défi colossal aujourd'hui. Les changements climatiques rapides à l'échelle mondiale, la variabilité saisonnière marquée et la localisation géographique des continents modifient considérablement les conditions environnementales. Ainsi, une remise en place exacte du climat mésozoïque à l'échelle planétaire est impossible. Cependant, certains projets envisagent des zones spécifiques où le climat est déjà proche des conditions anciennes, comme certaines régions tropicales ou subtropicales, où la température et l'humidité correspondent partiellement à celles de cette ère. Ces régions pourraient donc constituer des refuges potentiels pour accueillir dinosaures et plantes anciennes. Vient ensuite la question de l'espace indispensable à ces espèces. Les dinosaures, notamment les grands sauropodes et les théropodes imposants, nécessitaient des vastes étendues pour se nourrir, se déplacer et vivre leur cycle de reproduction. On estime que les habitats doivent être grands et connectés pour permettre une population viable, éviter l'isolement génétique et simuler les interactions écologiques naturelles. Or, dans notre monde fortement anthropisé, la fragmentation des habitats naturels est un problème récurrent. Trouver des territoires suffisamment vastes, sécurisés, peu perturbés par l'humain, demande une mobilisation importante et une gestion rigoureuse afin d'installer des réserves ou des parcs écosystémiques. Dans le même ordre d'idées, les plantes anciennes, notamment celles du Mésozoïque comme les fougères géantes ou certaines espèces de conifères, requièrent aussi un milieu suffisamment étendu pour s'épanouir. Le sol, son type, sa composition, sa richesse en nutriments jouent un rôle déterminant. Dans certains cas, une attention particulière devra être portée à la reconstitution de ces sols via des techniques agronomiques ou microbiologiques pour assurer la croissance durable de ces végétaux. Un autre aspect fondamental est la composition de l'atmosphère. Le Mésozoïque était caractérisé par des niveaux de dioxyde de carbone souvent supérieurs à ceux d'aujourd'hui, parfois jusqu'à 4 fois plus élevés, ce qui soutenait la croissance rapide de plantes et influençait la physiologie des animaux. Ces conditions favorisaient une production primaire intense et maintenaient des températures stables. Reproduire de telles conditions atmosphériques localement, voire globalement, soulève d'importantes questions environnementales et sanitaires. Augmenter le CO2 à grande échelle est incompatible avec notre situation actuelle d'urgence climatique. Cependant, en milieu contrôlé, comme dans des serres expérimentales ou des biodômes, il serait envisageable d'ajuster partiellement la composition de l'air, la température
l'humidité, pour simuler un microclimat adapté aux espèces anciennes. De tels environnements pourraient servir de laboratoire vivant pour observer, comprendre et affiner les conditions favorables à ces organismes disparus. Il ne faut pas non plus oublier le rôle des cycles naturels, la lumière solaire, la gravité, le champ magnétique, qui influent sur l'horloge biologique des êtres vivants. Si ces facteurs sont constants aujourd'hui par rapport à l'ère mésozoïque, ce sont toutes les variables climatiques et atmosphériques qui déterminent la viabilité de la réintroduction d'espèces anciennes. En résumé, accueillir à nouveau dinosaures et plantes anciennes impose un arbitrage délicat. Un climat adapté, même non parfait, devra être trouvé ou recréé localement, des espaces vastes et préservés mis à disposition, et parfois des atmosphères contrôlées dans des environnements clos développés. Ces contraintes techniques et écologiques sont au cœur des projets de déextinction, équilibrant ambition scientifique et respect de l'environnement contemporain. Il s'agit donc indéniablement d'un défi multidimensionnel, combinant climatologie, écologie, géographie et ingénierie biologique. Cependant, ce questionnement ouvre la porte à de fascinantes réflexions, dont nous examinerons les implications écologiques dans la section suivante, notamment les risques d'invasion biologique et les interactions avec les espèces actuelles, qui constituent un autre enjeu majeur à considérer dans ce projet de renaissance du passé. Abordons maintenant un volet crucial de ce vaste projet de réintroduction des dinosaures et des plantes anciennes, les implications écologiques, en particulier les risques liés aux invasions biologiques et aux compétitions avec les espèces actuelles. Ces questions sont au cœur des débats scientifiques et éthiques, car ramener à la vie des formes de vie disparues comporterait des conséquences profondes et potentiellement imprévisibles sur les écosystèmes contemporains. Une espèce invasive est une espèce introduite dans un nouvel environnement où elle n'a pas de prédateur naturel ou de concurrent suffisamment efficace pour limiter sa propagation. Ce phénomène peut provoquer des perturbations majeures, déséquilibrer des chaînes alimentaires, menacer la biodiversité locale et même provoquer le déclin ou l'extinction d'espèces indigènes. L'histoire regorge d'exemples où l'introduction d'espèces exotiques a eu des effets désastreux, comme le cas du lapin en Australie ou de la moule zébrée dans les cours d'eau européens. Dans le contexte du retour des dinosaures, ces risques sont décuplés. Les dinosaures, s'ils étaient vraiment réintroduits, apporteraient des modes de vie, des comportements et des besoins écologiques inconnus à notre époque. Ils pourraient se comporter comme des superprédateurs ou des superconsommateurs, perturbant profondément les réseaux trophiques existants. Par exemple, un grand théropode carnivore pourrait décimer des populations de mammifères actuels, ou un gigantesque herbivore pourrait transformer les habitats végétaux en surconsommant certaines plantes rares. Cette dynamique pourrait entraîner une cascade de réactions en chaîne, affectant non seulement les animaux, mais aussi les végétaux, le sol, les insectes et jusqu'au climat local. La coexistence avec les espèces actuelles n'est donc pas garantie, et les interactions écologiques pourraient rapidement devenir conflictuelles. À ceci s'ajoute la question du transfert de pathogènes. Ramener des espèces disparues signifie aussi faire revenir potentiellement des parasites ou virus anciens. Bien que les chances soient faibles, l'introduction de maladies inconnues des espèces modernes pourrait provoquer des épidémies dévastatrices, à l'instar de ce que l'on observe lorsque de nouvelles maladies émergent dans des contextes écologiques perturbés. La compétition pour les ressources naturelles, nourriture, eau, territoire, est un autre facteur clé. Les dinosaures herbivores coexistaient avec des plantes très différentes, souvent plus abondantes, et disposaient de niches écologiques adaptées. Aujourd'hui, les ressources sont limitées et déjà fortement exploitées par la faune actuelle.
L'arrivée de nouvelles espèces, surtout herbivores de grande taille, pourrait réduire la disponibilité alimentaire pour les espèces endémiques, générant des conflits directs ou indirects sur les territoires. Par ailleurs, toute introduction de nouvelles espèces doit aussi être pensée par rapport aux écosystèmes fragiles et souvent en équilibre précaire. Certaines populations animales menacées ou en voie de disparition pourraient pâtir sévèrement de cette concurrence déstabilisante. La biodiversité globale pourrait donc être mise en danger au lieu d'être restaurée. Pour limiter ces risques, les scientifiques travaillent aujourd'hui sur des protocoles rigoureux d'évaluation écologique. Cela passe par des modélisations détaillées, la mise en place de zones contrôlées, des suivis réguliers des populations réintroduites et des mesures spécifiques pour éviter toute dispersion incontrôlée. Une introduction réussie nécessiterait une connaissance très fine de chaque espèce réintroduite, de son habitat optimal, de ses interactions possibles et une gestion adaptative pour intervenir rapidement en cas de déséquilibre. Enfin, ces réflexions écologiques s'accompagnent d'une prise de conscience éthique. Quel est notre droit d'intervenir ainsi sur des écosystèmes actuellement vivants et fonctionnels? À quel point pouvons-nous assumer la responsabilité des conséquences, parfois irréversibles, d'un tel projet? Ainsi, les implications écologiques du retour des dinosaures et des plantes anciennes soulignent la complexité de ce défi. Elles rappellent que la nature est un équilibre finement tissé, où chaque élément, passé ou présent, joue un rôle à considérer avec prudence. Cette dimension écologique sera d'autant plus centrale dans les décisions futures, alors même que les avancées scientifiques techniques continueront de progresser. Dans la continuité, nous explorerons les enjeux éthiques associés à ce projet hors norme, questionnant jusqu'où peut ou doit aller notre pouvoir de modifier la nature et les limites de jouer à Dieu. Abordons maintenant une dimension essentielle, complexe et profondément humaine. Les enjeux éthiques liés à l'ambition de ramener à la vie des espèces disparues, qu'il s'agisse de dinosaures ou de plantes anciennes. Cette quête soulève des questions fondamentales à propos de notre rapport à la nature, du pouvoir que nous avons acquis grâce aux avancées scientifiques et des responsabilités morales qui en découlent. Jouer à Dieu, expression souvent utilisée pour décrire ce type d'intervention, exprime cette inquiétude face à la manipulation profonde des mécanismes de la vie. D'abord, il s'agit de s'interroger sur les limites de notre droit d'intervenir dans l'ordre naturel. La nature a suivi une trajectoire évolutive sur des millions d'années, façonnant une biodiversité en constante adaptation. En modifiant ces équilibres, notamment en restaurant des espèces éteintes, nous risquons de perturber des systèmes fragiles, avec des conséquences difficiles à prévoir. Certains philosophiques et écologistes soutiennent que l'homme, certes intelligent et créateur, devrait respecter les règles du vivant sans trop s'y soustraire, adoptant une posture d'humilité et de précaution. Ensuite, la question du bien-être animal se pose avec acuité. Ramener à la vie un dinosaure ou une plante ancienne implique de recréer des conditions de vie spécifiques, souvent complexes, difficiles à reproduire parfaitement. Que penser d'un animal vivant dans un environnement clos, artificiel, peut-être sans interaction sociale adaptée? L'éthique animale contemporaine insiste sur le respect des besoins physiologiques, comportementaux et émotionnels des êtres vivants. Peut-on garantir cette qualité de vie à des espèces ressuscitées? Quel sera le sort de ces créatures issues d'une expérience scientifique? Par ailleurs, existe-t-il un équilibre entre le désir humain d'explorer la connaissance, de réparer les erreurs du passé, telles que les extinctions provoquées par l'homme, et les risques que cela engendre? Le principe de précaution, largement en vogue dans la gestion environnementale, suggère d'adopter une approche prudente pour éviter des conséquences irréversibles.
parfois contraires aux intentions initiales. Le débat éthique est également nourri par le symbolisme fort du concept « jouer à Dieu ». Ce terme témoigne d'une peur, celle de l'arrogance humaine, capable de manipuler la vie sans mesure. Il évoque la crainte d'une science dévoyée, où la quête du pouvoir supplanterait les valeurs humaines d'humilité, de respect et de solidarité avec la nature. Pourtant, d'autres y voient également une forme de responsabilité. Si la science peut sauver des espèces menacées ou disparues, ne devons-nous pas agir pour préserver la biodiversité et corriger nos dommages passés? Un autre enjeu réside dans la justice écologique et sociale. La priorité des ressources financières, matérielles et humaines doit-elle aller à la restauration d'espèces disparues ou à la protection des habitats et espèces actuelles en danger? De plus, comment assurer un consensus démocratique, un dialogue avec les populations locales concernées et plus largement avec la société civile? Ces questions appellent à une gouvernance transparente et inclusive. Enfin, la modification de la nature pose la question de la coévolution entre l'homme et son environnement. Sommes-nous prêts à accepter une nature largement modifiée, hybride entre passé et présent, où les frontières entre naturel et artificiel s'effacent? Comment ces changements influenceraient-ils notre rapport culturel, spirituel et existentiel au vivant? En somme, les enjeux éthiques sont autant de défis que la science doit affronter avec conscience et humilité. Ils invitent à penser des projets intégrant la réflexion morale, la participation collective et la précaution, afin de conjuguer progrès scientifique et respect des équilibres naturels. Alors que nous venons d'évoquer ces questionnements majeurs, il nous faut désormais considérer les dangers liés à l'introduction de ces êtres anciens parmi nous, non seulement pour la nature, mais également pour l'humanité elle-même. C'est à cela que nous consacrerons la prochaine étape de notre réflexion. Abordons maintenant un aspect fondamental et crucial de cette fascinante mais périlleuse aventure qu'est la réintroduction éventuelle des dinosaures et plantes anciennes dans notre monde. Les dangers pour l'humanité, en particulier la gestion des grands prédateurs et des espèces potentiellement toxiques. Il ne s'agit pas ici simplement d'explorer le côté spectaculaire ou hollywoodien de ces créatures, mais de comprendre les véritables risques que ces êtres aux dimensions parfois colossales pourraient représenter pour notre sécurité, notre environnement et nos modes de vie. Les dinosaures comprenaient parmi eux certains des plus redoutables prédateurs terrestres ayant jamais existé. Des théropodes de la taille et de la puissance du Tyrannosaurus rex, ou encore des vélociraptors, réputés pour leur agilité et intelligence relative, dominaient leurs écosystèmes. Leur introduction dans le monde contemporain poserait immédiatement des questions complexes de management et de sécurité. Ces superprédateurs n'auraient probablement pas de prédateurs naturels pour les réguler, ce qui pourrait entraîner une surpopulation ou une territorialité exacerbée. La gestion de tels prédateurs nécessiterait une organisation colossale, des espaces clos et sécurisés, des dispositifs de surveillance avancés, des protocoles stricts d'intervention en cas d'évasion. La moindre défaillance pourrait avoir des conséquences dramatiques, tant pour les humains que pour l'écosystème environnant. L'expérience actuelle avec de grands carnivores modernes dans des réserves montre déjà à quel point leur contrôle est délicat. Bien que ces animaux soient bien mieux connus et adaptés à la coexistence avec l'homme. Par ailleurs, l'arrivée de ces espèces anciennes pourrait réintroduire des comportements et instincts jamais observés dans le monde actuel. Leur mode de chasse, leur stratégie territoriale ou leurs interactions sociales pourraient entraîner des conflits avec les populations humaines, voire des dangers directs. La distance temporelle énorme qui nous sépare de ces espèces rend presque impossible l'anticipation précise de leur comportement.
Au-delà des prédateurs, certains dinosaures ou plantes anciennes pouvaient aussi être liés à des mécanismes de défense comportant des substances toxiques ou venimeuses. Bien que les informations à ce sujet soient limitées, certains reptiles actuels, proches ou apparents descendants, utilisent des toxines pour se protéger ou capturer leur proie. La réintroduction d'espèces potentiellement venimeuses ou porteuses de toxines méconnues soulève donc la crainte de risques sanitaires nouveaux, difficiles à gérer. La transmission éventuelle de maladies anciennes est un autre point d'attention majeur. Les micro-organismes, parasites et virus coévoluaient avec ces espèces disparues et certains pourraient survivre dans des conditions particulières. Leur contact avec les populations humaines et animales actuelles pourrait engendrer des maladies émergentes pour lesquelles ni vaccin ni traitement ne seraient disponibles. La biosécurité deviendrait ainsi un enjeu sanitaire international, nécessitant coordination, vigilance et moyens techniques avancés. Face à ces risques, les anthropologues, biologistes et spécialistes en gestion des espaces naturels envisagent des systèmes sophistiqués de confinement, enclos renforcés, zones isolées, surveillance biométrique, voire intervention robotique en cas d'échappée. L'instauration de zones dédiées, fermées à la présence humaine non autorisée, permettrait de limiter les contacts, mais interroge profondément la notion d'habitat naturel et de liberté pour ces animaux. Par ailleurs, les aspects psychologiques et sociaux pour les populations humaines côtoyant ou entendant parler de la présence de telles créatures pourraient être importants. Peur, mythes, réactions imprévues, voire panique, sont des facteurs à prendre en compte dans la mise en place de tels projets. Ainsi, gérer les grands prédateurs et les espèces potentiellement toxiques issues du passé relève autant de l'ingénierie technique que de la responsabilité éthique, sanitaire et sociale. Cela impose également des réglementations internationales strictes, une préparation minutieuse et un cadre juridique clair, afin de garantir la sécurité des êtres humains, tout en respectant les impératifs de conservation et d'expérimentation scientifique. En somme, ce volet met en lumière une des facettes les plus délicates, et peut-être la plus terrifiante, d'un éventuel retour des dinosaures et de la flore ancienne. Il rappelle qu'au-delà de la fascination, se profile la nécessité d'une vigilance extrême et d'une réflexion profonde sur le rôle que nous souhaitons jouer dans le futur de la planète. Dans la prochaine section, nous porterons notre regard sur les opportunités offertes par la biotechnologie liée à ces recherches, explorant les innovations médicales, matérielles et scientifiques qui pourraient naître de cette incroyable aventure. La reconstitution d'espèces disparues, qu'il s'agisse des dinosaures, des mammouths laineux ou des plantes anciennes, ne se limite pas seulement à un effort de retour dans le passé. Elle ouvre également un vaste champ d'opportunités biotechnologiques qui peuvent révolutionner la science moderne dans plusieurs domaines, parmi lesquels la pharmacie, les matériaux innovants et même l'ingénierie biologique inspirée du vivant ancestral. La technologie et la recherche contemporaine se nourrissent de cette quête pour créer non seulement un pont entre passé et présent, mais aussi pour ouvrir des perspectives nouvelles aux industries et aux applications médicales. Tout d'abord, la génétique ancienne permet d'explorer des composés biochimiques aujourd'hui disparus, qui pourraient s'avérer être des sources précieuses de nouveaux médicaments. Les plantes anciennes, souvent équipées de mécanismes de défense chimiques particuliers pour repousser herbivores ou pathogènes, contiennent dans leurs tissus des molécules encore méconnues. L'analyse de leur génome et la synthèse de ces molécules peuvent aboutir à la découverte d'antibiotiques, d'antiviraux ou d'agents anticancéreux totalement nouveaux, dont la résistance aux vaccins
et traitements actuels est souvent problématique. Chez les animaux, notamment chez les grands vertébrés disparus, il est envisageable de mieux comprendre les gènes responsables de caractéristiques remarquables comme la régénération cellulaire, la longévité ou la résistance aux maladies. Par exemple, l'étude du génome du mammouth laineux a déjà permis de dévoiler des adaptations au froid extrême qui pourraient inspirer la recherche sur des maladies métaboliques ou thermorégulatrices chez l'humain. De telles découvertes peuvent favoriser l'élaboration de thérapies innovantes ou d'outils diagnostiques basés sur des mécanismes génétiques ancestraux. En parallèle, la biotechnologie s'intéresse à la création de matériaux inspirés des structures biologiques du passé. Les fossiles de dinosaures témoignent de la composition unique de leurs os, de leurs plumes ou de leurs écailles, offrant des modèles pour développer des matériaux composites ultra-résistants, légers et thermorégulateurs. La biomimétique, discipline étudiant la nature pour innover, pourrait ainsi s'appuyer sur le patrimoine biologique mésozoïque pour concevoir des matériaux révolutionnaires dans le bâtiment, l'aéronautique ou encore l'industrie textile. Par ailleurs, les avancées en édition génétique comme le CRISPR permettent non seulement de restaurer des espèces, mais aussi d'adapter certaines caractéristiques pour répondre à des besoins particuliers, notamment en agriculture ou en médecine. L'édition génomique inspirée par l'étude des espèces anciennes peut aboutir à des cultures plus résistantes, à des animaux d'élevage mieux adaptés à des environnements changeants, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire mondiale. Au-delà des applications technologiques, ce retour aux sources biologiques ancestrales nourrit aussi l'innovation dans la compréhension fondamentale du vivant. L'étude comparative des ADN anciens et actuels éclaire les mécanismes évolutifs, la plasticité génétique et la résilience des organismes face aux changements climatiques. Ces connaissances nous aident à mieux anticiper les effets futurs du changement global sur la biodiversité. Enfin, ces avancées technologiques créent des synergies interdisciplinaires entre généticiens, chimistes, biologistes, ingénieurs et écologues, accélérant la recherche et ouvrant la voie à des collaborations inédites. Elles dynamisent également le secteur économique, avec l'émergence d'industries novatrices axées sur la bioconservation, le génie biologique et la pharmacognosie. Ainsi, loin d'être une simple fantaisie, la résurrection scientifique d'espèces disparues par le biais des biotechnologies est une source fertile d'innovation. Elle alimente notre fusion entre passé et futur pour bâtir une science moderne enrichie, capable de relever les défis médicaux, environnementaux et industriels de notre époque. Ce panorama des opportunités biotechnologiques nous invite désormais à regarder comment cette science émergente peut influencer également la société. Son tourisme, sa culture populaire, ses perceptions religieuses et cette fascination éternelle pour les dinosaures qui ne cessent d'enflammer notre imaginaire collectif. Saisir l'ampleur et la portée d'un possible retour des dinosaures et des plantes anciennes implique également de comprendre l'effet profond que cela aurait sur notre société, à travers plusieurs dimensions. Le tourisme, la culture populaire, la religion, et cette fascination intemporelle que ces créatures suscitent dans l'imaginaire collectif. Commençons par le tourisme, qui serait sans doute l'un des secteurs les plus directement impactés. L'apparition de dinosaures vivants, ou même la recréation partielle de ces écosystèmes anciens, révolutionnerait l'industrie touristique mondiale. Des parcs jurassiques, grandeur nature, pourraient voir le jour, attirant des millions de visiteurs curieux et passionnés. Ces sites offriraient une expérience immersive unique, alliant éducation scientifique et émerveillement devant la vie ressuscitée. Ils seraient des moteurs économiques puissants, créant emplois et activités localement, mais aussi source de débats sur la gestion des risques et la conservation.
Cette nouvelle dimension touristique poserait naturellement des enjeux de régulation, sécurité et d'éthique, mais favoriserait aussi la sensibilisation du public à la biodiversité, à la préservation des espèces, ainsi qu'aux leçons tirées de l'histoire naturelle. Le tourisme scientifique, éducatif et d'aventure pourrait ouvrir de nouveaux horizons, tout en alimentant le rêve partagé de comprendre et de côtoyer des êtres que nous étions habitués à ne rencontrer qu'à travers des musées ou des écrans. Sur le plan culturel, les dinosaures occupent une place de choix depuis des générations dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo et bien d'autres formes d'expression artistique. Leur retour tangible dans notre réalité bouleverserait cette relation symbolique. Les représentations populaires devraient évoluer, enrichies par des observations réelles et une connaissance approfondie de ces animaux et de leurs environnements. Une nouvelle vague artistique pourrait émerger, mêlant science et imagination, et réactualisant mythes et récits autour du monde perdu du Mésozoïque. La fascination pour les dinosaures dépasse d'ailleurs largement le cadre scientifique ou enfantin. Elle touche à des questions existentielles sur notre place dans l'univers, le passage du temps et la fragilité de toute vie. Cette fascination traverse cultures, langues et générations, unissant l'humanité autour d'un thème commun qui incite à s'interroger sur la nature du vivant, la violence et la beauté de l'évolution. Sur le plan religieux, la réapparition des dinosaures et des plantes anciennes susciterait sans doute des réactions diverses, allant de l'émerveillement à l'interrogation, voire au rejet. Certaines traditions spirituelles pourraient voir dans ce retour une confirmation de récits mythiques ou une manifestation de forces transcendantes. D'autres pourraient s'inquiéter d'une ingérence humaine excessive dans l'ordre naturel, perçu comme une transgression des limites fixées par le sacré. Le dialogue entre science et religion serait alors plus accessible et nécessaire que jamais pour envisager ces questions avec respect et sérénité. Cette cohabitation des visions pourrait aussi encourager une réflexion plus profonde sur la responsabilité humaine à l'égard de la planète et de toutes ses formes de vie, anciennes ou modernes. Enfin, cette conscience collective renouvelée de la richesse passée et des possibilités présentes pourrait insuffler un nouvel élan pour la conservation, l'éducation environnementale et le respect du vivant. En rendant visible ce que le temps avait effacé, ces espèces revenantes symboliseraient à la fois la puissance scientifique et la fragilité de la vie, renforçant l'engagement sociétal envers un futur plus harmonieux. Ainsi, l'effet d'un éventuel retour des dinosaures irait bien au-delà de la simple curiosité ou du divertissement. Il transformerait profondément nos modes de vie, nos représentations du monde et notre rapport à la nature, offrant une opportunité unique de réenchanter le monde tout en méditant sur son équilibre délicat. Dans notre prochaine étape, nous aborderons la question de l'alimentation, des apports et des risques liés à la consommation de plantes ou de viande ancienne, un volet concret et vital de cette aventure improbable mais possible. Abordons désormais une question à la fois concrète et essentielle, celle de l'alimentation dans un monde où les plantes anciennes et éventuellement les dinosaures ou autres animaux disparus seraient de nouveau présents. Quels seraient alors les apports nutritifs, médicinaux, culturels, mais aussi les risques potentiels liés à la consommation de ces formes de vie anciennes, que ce soit sous forme de végétaux ou de viande? Commençons par les plantes anciennes, dont la flore mésozoïque était largement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Certaines de ces plantes, comme les fougères géantes ou certains conifères, ont effectivement été consommées par les populations humaines préhistoriques sous des formes variées, souvent après préparation. Dans le contexte actuel, la remise en culture ou la redécouverte de ces plantes pourrait offrir des sources nutritionnelles nouvelles, souvent riches en fibres, minéraux et composés bioactifs. Par ailleurs,
Certaines espèces végétales anciennes pourraient contenir des substances aux propriétés pharmacologiques intéressantes, stimulantes ou curatives. C'est d'ailleurs par ce biais que la recherche pharmaceutique attend parfois, en étudiant ces plantes, de découvrir des principes actifs naturels pouvant donner lieu à de nouveaux médicaments ou compléments alimentaires. Dans ce sens, l'alimentation issue de la flore ancienne pourrait contribuer à renforcer la santé et la prévention des maladies. Cela dit, l'introduction de plantes anciennes dans notre alimentation soulève une série de précautions. Certaines espèces pourraient contenir des composés toxiques ou allergènes, inconnus ou peu maîtrisés, susceptibles d'engendrer des effets indésirables chez l'humain ou chez les animaux domestiques. Il faudrait donc procéder à une évaluation rigoureuse, associant chimie analytique, études toxicologiques et essais cliniques, avant toute commercialisation ou consommation régulière. S'agissant des animaux anciens, la question se complique davantage. La consommation de viande de dinosaures serait une nouveauté absolue, sans précédent. Sur le plan nutritionnel, on pourrait imaginer que ces animaux herbivores ou carnivores aient une composition musculaire et lipidique différente, avec des apports en protéines, acides gras ou autres nutriments, pouvant différer notablement de ceux que nous connaissons à travers les viandes modernes. Un premier risque réside dans la possible présence d'agents pathogènes anciens, comme virus, bactéries, parasites, qui auraient pu survivre dans les tissus fossilisés ou partiellement conservés. Même avec des méthodes de cuisson et de préparation rigoureuses, des maladies inconnues pourraient se transmettre à l'homme. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que ces organismes évoluaient dans des contextes écologiques très différents, avec des symbioses et risques infectieux non maîtrisés aujourd'hui. Un autre danger potentiel réside dans la composition biochimique même de cette viande ancienne. Certaines toxines naturelles, accumulation de métaux lourds ou composés instables, pourraient être présents en quantité nocive. Les mécanismes physiologiques des dinosaures et autres grands vertébrés du Mésozoïque étant très différents, des composés inconnus pour le métabolisme humain pourraient induire des effets toxiques, allergiques ou carcinogènes. Par ailleurs, la consommation de ces viandes anciennes risque d'entraîner des controverses éthiques et culturelles, liées au respect des espèces ressuscitées, à la valorisation de leur existence et à la manière dont l'humain interagit avec elles. Certaines cultures pourraient refuser de consommer ces animaux recréés, considérant cela comme un sacrilège, tandis que d'autres verraient là un aliment de prestige ou un symbole de pouvoir. Pour s'engager dans cette nouvelle voie alimentaire, des protocoles stricts de contrôle sanitaire, de traçabilité et d'évaluation nutritionnelle devront être établis, associés à des réglementations adaptées. Des études à long terme sur les effets de ces aliments sur la santé seront indispensables avant une éventuelle acceptation sociale et commerciale. En somme, la question de l'alimentation issue des plantes et animaux anciens est un domaine à la fois prometteur et périlleux. Elle combine innovation possible dans la pharmacopée, la nutrition et le plaisir gustatif, avec des risques biologiques et éthiques majeurs. Ce sujet illustre parfaitement l'équilibre fragile entre progrès scientifique, respect de la nature et prudence dans la gestion des conséquences sur l'humanité. Nous allons maintenant pousser notre réflexion plus loin, en envisageant la création de réserves naturelles ou de safaris du Mésozoïque, pour lesquels la viabilité et le souhaitable restent à débattre. Imaginez aujourd'hui des réserves naturelles ou des safaris du Mésozoïque, où dinosaures et plantes anciennes pourraient à nouveau arpenter la Terre, soulève des questions à la fois fascinantes et complexes, mêlant viabilité écologique, technique, économique et considérations éthiques. Au-delà du simple rêve ou de la projection inspirée des œuvres populaires, il s'agit de réfléchir
à la faisabilité réelle et aux implications d'un tel projet dans notre monde moderne. La première interrogation porte sur la viabilité même de ces espaces. Les dinosaures, surtout les grandes espèces herbivores et carnivores, nécessitaient d'immenses territoires pour se nourrir, se reproduire et maintenir des populations stables. Aujourd'hui, la surface terrestre est largement fragmentée par les activités humaines. Villes, agriculture, infrastructures. Trouver ou aménager des zones suffisamment vastes et isolées semble un défi de taille. Il faudrait créer des réserves protégées, certes, mais aussi capables de reproduire des conditions environnementales proches du Mésozoïque. Climat, végétation, atmosphère, ce qui, comme nous l'avons vu, est un exercice délicat. Sur le plan technique, la réintroduction d'espèces disparues demande une maîtrise poussée des méthodes de clonage, d'édition génétique et d'écologie évolutive. Maintenir ces populations dans un état de santé stable, veiller à leur adaptation aux conditions actuelles, prévenir les maladies, gérer leur reproduction sans intervention excessive. Autant de paramètres essentiels pour assurer le succès des réserves. Le moindre dysfonctionnement pourrait remettre en cause toute l'entreprise. En outre, la question de la sécurité des populations humaines voisines est cruciale. Les grands prédateurs, les herbivores massifs et même certaines plantes potentiellement toxiques exigeraient des protocoles stricts de confinement, surveillance et gestion. Le risque d'échapper ou d'interaction accidentelle avec l'homme impose une planification rigoureuse et un investissement lourd dans les infrastructures de contrôle. Au-delà des contraintes pratiques et écologiques, la création de safaris du Mésozoïque soulève des débats éthiques importants. Quelle légitimité avons-nous à recréer des mondes disparus, modifiant profondément les écosystèmes actuels? Ces réserves participeront-elles à la conservation de la biodiversité ou au contraire créeront-elles un artefact scientifique et commercial déconnecté de la réalité naturelle? Par ailleurs, l'acceptabilité sociale est un facteur à ne pas négliger. Si un tel projet peut susciter fascination, curiosité et émerveillement, il pourrait aussi provoquer inquiétude, opposition ou controverse, notamment liées aux risques sanitaires et écologiques. La concertation avec les communautés locales, la transparence des objectifs et des moyens, ainsi que l'intégration culturelle et éducative sont des conditions indispensables à la réussite. Enfin, sur le plan économique, la création et la gestion de ces safaris ou réserves impliqueraient des coûts colossaux, mais aussi généreraient des retombées par le tourisme scientifique et ludique. L'équilibre entre rentabilité, éthique et respect du vivant devra être soigneusement pensé. En résumé, si l'idée de recréer des écosystèmes mésozoïques et d'accueillir à nouveau dinosaures et plantes anciennes captive l'imagination et pourrait offrir des opportunités uniques de connaissance et d'émerveillement, sa réalisation concrète est jalonnée de défis considérables. Viabilité écologique, sécurité, éthique, acceptabilité sociale et contraintes économiques forment un ensemble de paramètres qu'il faudra traiter avec minutie et prudence. Ce questionnement nous conduit naturellement à réfléchir, dans la suite de notre parcours, aux leçons que ce projet nous enseigne sur la biodiversité, la conservation et notre manière d'envisager notre place au sein du vivant dans son ensemble. Alors que nous contemplons l'hypothèse fascinante du retour des dinosaures et des plantes anciennes dans notre monde moderne, il est crucial de revenir aux enseignements profonds que cette entreprise peut nous offrir sur la biodiversité, la conservation et, plus largement, notre rapport au vivant. Ces leçons dépassent la simple prouesse scientifique ou l'émerveillement. Elles invitent à une réflexion globale sur la manière dont nous comprenons, respectons et protégeons la vie sous toutes ses formes. Premièrement, la complexité des écosystèmes anciens, telle qu'elle apparaît à travers l'étude des fossiles, de la paléontologie et de la génétique,
nous rappelle que la biodiversité est un réseau délicat et interdépendant. Chaque espèce, qu'elle soit géante ou microscopique, joue un rôle spécifique dans son habitat, contribuant à l'équilibre global. La disparition d'un seul maillon, comme celle des dinosaures il y a 66 millions d'années, peut engendrer des conséquences en chaîne, parfois difficiles à prévoir. Cette compréhension éclaire donc la valeur fondamentale de la conservation. Préserver la diversité actuelle, c'est garantir la résilience des écosystèmes et leur capacité d'adaptation face aux bouleversements climatiques et anthropiques. La restauration hypothétique d'espèces disparues ne saurait remplacer la protection des espèces existantes, notamment celles menacées, car leur disparition, souvent silencieuse, mine déjà ces réseaux vitaux. Ensuite, le retour à l'état sauvage de certaines espèces éteintes serait un signal fort de la relation entre l'homme et la nature, entre maîtrise technologique et devoir moral. Il s'agit de retrouver l'humilité face à la complexité du vivant, d'admettre que nos actions passées ont souvent conduit à la perte et que les tentatives de réparation exigent une prudence extrême, une réflexion éthique constante et une conscience accrue des conséquences écologiques, sociales et économiques. Par ailleurs, cette quête stimule aussi la réévaluation de notre rapport au temps et à la temporalité humaine face à l'histoire du vivant. Les dinosaures ont régné pendant des dizaines de millions d'années, témoignant de dynamiques évolutives très longues, dont l'humanité ne perçoit qu'un instant infinitésimal. Imaginer leur retour nous place face à un horizon temporel élargi, un dépassement des frontières habituelles de la vie, stimulant admiration, respect, mais aussi réflexion sur la fragilité de notre propre existence. Autre leçon, le dialogue entre disciplines, paléontologie, écologie, génétique, éthique, illustre une nécessité absolue de collaboration et d'interdisciplinarité pour relever les défis complexes que pose la biodiversité. Sauvegarder ou restaurer la vie appelle à une science intégrée et consciente des enjeux globaux. Enfin, cette aventure symbolise une prise de conscience accrue de notre responsabilité collective. En envisageant les conséquences à long terme de nos interventions, tant sur le vivant que sur les écosystèmes, nous sommes invités à adopter une vision plus consciente et respectueuse. Cela conduit à penser des modes nouveaux de coexistence, renforçant la protection de la biodiversité face aux périls d'un monde en plein changement. En résumé, les projets de réintroduction et d'étude des espèces disparues sont autant d'opportunités pour approfondir notre compréhension du vivant, mieux protéger la diversité actuelle et réinventer un rapport plus harmonieux avec la nature. Ces leçons, nées du regard porté sur le passé lointain, éclairent le chemin possible vers un futur où l'homme et le vivant cohabiteraient avec plus d'équilibre et de sagesse. Alors que s'achève cette longue exploration, nous sommes invités à imaginer divers scénarios où ce nouveau monde réenchanté, peuplé à nouveau de dinosaures et de plantes anciennes, pourrait devenir réalité. Un défi immense, mais aussi une promesse d'espoir et de beauté renouvelée que nous découvrirons dans notre dernière étape. Imaginons un instant que tout ce que nous avons exploré ensemble jusqu'ici, les découvertes scientifiques, les avancées technologiques, les projets audacieux, deviennent enfin réalité. Que serait un monde réenchanté par le retour des dinosaures et des plantes anciennes? Quelle forme prendrait cette nouvelle coexistence entre passé et présent? Et quelle perspective cela ouvrirait-il pour notre société, notre planète et pour l'avenir du vivant? Dans ce scénario, certains espaces naturels seraient réaménagés pour recréer des écosystèmes proches de ceux du Mésozoïque. Des réserves immenses, peut-être situées dans des régions reculées
au climat favorable, accueillerait des populations d'herbivores géants, des prédateurs imposants et une végétation composée de fougères arborescentes, conifères anciens et plantes à fleurs disparues. Ces lieux deviendraient des sanctuaires vivants, des laboratoires grandeur nature où écologues, biologistes et visiteurs pourraient observer la dynamique de ces mondes antiques en vraie vie. Sur le plan humain, ces réserves deviendraient des sites touristiques exceptionnels, alimentant une économie durable fondée sur la découverte, l'éducation et la conservation. Le public, fasciné, aurait la chance unique d'interagir avec un passé lointain, transformant la culture populaire et renouvelant l'appétit pour la science et la nature. Ce phénomène renforcerait également une sensibilisation globale à la fragilité des équilibres écologiques actuels et à la nécessité de les préserver. Dans une autre facette, la science progresserait grâce à ces animaux et plantes ressuscités, permettant des études approfondies sur leur biologie, leur comportement et leurs adaptations. Ces connaissances nourriraient des innovations en médecine, en biotechnologie et en écologie. Par exemple, l'étude des mécanismes de survie des dinosaures face aux défis environnementaux du passé pourrait inspirer des solutions pour la conservation des espèces actuelles, menacées par le changement climatique. Mais ce monde réenchanté dévoilerait aussi ses défis. La cohabitation entre vie ancienne et moderne requiert une gestion écologique rigoureuse pour éviter les conflits entre espèces, les risques d'invasion et les possibles impacts sur la biodiversité actuelle. La sécurité humaine, la santé, ainsi que les questions éthiques continueront de guider chaque avancée. La société devra penser collectivement à ces questions, combinant sagesse, innovation et responsabilité. Enfin, ce retour du passé instillerait une nouvelle dimension spirituelle et philosophique. Se confronter à des créatures prétendument disparues, véritablement réincarnées, pourrait bouleverser nos représentations du temps et de la vie, invitant chacun à s'interroger sur les liens profonds qui unissent les êtres vivants à travers les âges et sur la place de l'humanité dans cette magnifique histoire du vivant, toujours en mouvement. Ainsi, envisager la réalité d'un monde peuplé à nouveau de dinosaures et de végétaux anciens, c'est convoquer une vision riche, plurielle, pleine d'espoir et de responsabilité. Cette perspective n'est plus lointaine, hypothèse fantasmée, mais une invitation à réfléchir collectivement à notre capacité d'invention, à notre intelligence écologique et à notre éthique humaine face à la puissance de la science. Ce voyage dans le temps, entre passé et futur, nous montre que la nature demeure, après tout, une source inépuisable de mystères, d'apprentissage et de possibilités. Un véritable enchantement que nous sommes à la fois les témoins et les acteurs.